Bonjour, mon très cher ami, ministre de l'administration territoriale, shérif de la République. Je ne comprends pas que les gens n'aient pas décodé le message que vous venez d'envoyer à tous les Camerounais, mettant en garde tous ceux qui trouveront le processus électoral. Bravo! Je crois que si on parle des élections, le processus électoral commence dès l'inscription sur les listes électorales, aux opérations de vote eux-mêmes et à la publication du résultat. Avant même que les élections n'arrivent, vous avez déjà des personnes que vous devez faire arrêter. Et les CAM troublent le processus électoral en refusant carrément de publier la liste nationale des inscrits. Et notre ami du Conseil constitutionnel dit qu'il ne peut pas dire le droit. Il se déclare incompétent et désigne quelqu'un de compétent qui à son tour se déclare incompétent. Étant donné qu'il y a ce problème qui préoccupe le peuple et que ceux qui devaient le résoudre se déclarent tous incompétents, cela veut dire tout simplement qu'on demande au peuple de se débrouiller pour se faire justice. Alors, vous ne perdez rien à attendre. Le peuple se fera justice, va se faire justice. En ce qui concerne ces élections, toutes vos manœuvres tendent à faire croire que vous avez tellement peur d'un candidat que tout se concentre sur lui. Y a-t-il une meilleure preuve pour montrer que ce candidat est déjà élu? Tant en regardant vos manigances qu'en regardant l'engouement du peuple qui souhaite le voir venir pour nettoyer toute la merde que vous avez sémée dans notre pays. Oui, monsieur Atangadji, je crois que personne ne vous a dit que vous n'effrayez personne. Vous êtes comme un chien sans dents qui aboie. Vous dites que vous allez mettre les gens en prison. Ça fait quoi si on va en prison? Moi, personnellement, j'étais mieux en prison. On ne me demandait pas l'argent de ration. Je suis prêt à y retourner. Mais sachez que, contrairement aux années passées, ce n'est pas quelques-uns qui se plaignent. C'est tout le Cameroun qui se plaint. Et vous n'aurez jamais une prison pour mettre tous les Camerounais à l'intérieur. Je voudrais tout simplement vous rappeler que mieux vaut prévenir que guérir. Ne tentez pas de barrer la voie à la candidature de Maurice Kamto. Vous êtes en train de mener le peuple en bateau en leur faisant croire que le MRC, n'étant pas allé aux élections de 2020, ne peut pas avoir la possibilité de présenter un candidat. Je voudrais vous rappeler la loi que j'ai contribué à mettre en place. Le code électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ne prévoit pas de candidature libre. Donc on ne peut pas être un député libre. Et comme le mandat n'est plus impératif, ça veut dire qu'un député qui démissionne d'un parti pour siéger à l'Assemblée doit automatiquement aller dans un autre parti. Sinon, il y aurait vice de forme. Le MRC, qu'à cela ne vous déplaise, compte dans ses rangs aujourd'hui des élus de toutes les chambres et des communes. Le moment venu, nous le ferons voir. Je voudrais également vous dire, toute tentative d'éliminer Kamto avant les éliminatoires sera pour vous un danger. Et comme vous menacez de mettre les gens en prison, le peuple camerounais a guéri. Ce qui se passera, nous demandons au peuple camerounais de juger les individus et non les groupes
et non les tribus et non le gouvernement. C'est-à-dire, on connaît qui est en charge des élections et les cas. On connaît qui valide les élections, Conseil constitutionnel et tribunaux. On connaît dans ces institutions qui fait quoi. Et le moment venu, s'ils ont fauté, le peuple leur fera payer chèrement leur faute. Je vous le dis. La seule chose que nous demandons en tant que leader politique à ce peuple, c'est d'éviter de casser. Ne cassons rien. On ne peut pas être en train de dire que rien ne s'est fait depuis 43 ans et casser le peu de résidus de ce que le premier président de la République nous a laissé. Non. Ceux qui tenteront de fausser les élections paieront individuellement. On sait qui siège au Conseil constitutionnel. On sait où il habite. On sait qui dirige les camps. On sait où il habite. Et le moment venu, quand il sera l'heure de payer leurs crimes, s'ils en commettent, vous n'aurez pas suffisamment d'armée pour les protéger. Ne croyez pas que le peuple, comme je vous ai dit, fera une marche pour vous permettre de les descendre comme des moutons. Nous sommes en train de nous préparer parce qu'on refuse de nous rendre justice. Nous sommes obligés de résister et de nous défendre. Monsieur Atangadji, j'ai pitié de vous. Comment pouvez-vous laisser qu'on vous utilise, qu'on vous infantilise? Vous voyez déjà le dégât que vous avez causé dans votre région natale. Même si vous êtes allé maintenant choisir une autre région pour les besoins de la cause, ça n'enlève pas de vous vos origines. Je voudrais ici dire aux Camerounais, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Préparons-nous à défendre notre élection, à défendre celui qui sera démocratiquement élu, quel que soit le parti qui le présente. Unissons nos forces. Ne nous laissons pas tromper par cette astuce d'opposition tribale que le gouvernement, en panne d'idées et ne pouvant défendre aucune réalisation depuis qu'il a pris le Cameroun en otage, utilise maintenant comme moyen de combat. Qu'un Camerounais soit né au nord, à l'ouest, à l'est ou au sud, Dieu n'a jamais demandé son avis pour le mettre dans le ventre de la maman, là où elle se trouvait. Heureusement que dans l'armée, contrairement à ce que vous pensez, et je m'adresse à celui qui disait que si Kanto gagne, l'armée va prendre le pouvoir. Dans l'armée, les statistiques montrent qu'il y a près de 80% de patriotes prêts à défendre leur pays. Alors, ne soyez pas surpris. Et en matière d'armée, nous avons beaucoup d'exemples qui nous interpellent. Qui a fait le coup d'État en Guinée? Le neveu du président. Qui a fait le coup d'État au Burkina Faso? Blaise Compaoré, l'ami fidèle de Sankara. Qui vient de faire le coup d'État au Gabon? Le cousin du président sortant. Donc méfiez-vous quand vous pensez, en dehors d'un bilan positif pour vous maintenir au pouvoir, que vous instruirez l'armée à prendre le pouvoir pour vous donner. Je crois qu'il vaut mieux pour vous, pour votre sécurité, que ce soit un civil qui vous remplace. Peut-être, si c'est un chrétien comme Kanto, il épargnera parmi vous ceux qui sont épargnables. Je voudrais ici
En guise de conclusion, dire que le vote a déjà eu lieu. Les Camerounais veulent le changement et auront leur changement. La seule question qui se pose et dont la réponse viendra après les urnes, c'est qui pour le changement? Parce que vous êtes considérés comme des has-been, comme des non-existants. Je vous remercie, mon cher ami Atangadji, et te souhaite de retrouver tes esprits et de te reprendre en main pour ne plus être la marionnette de ceux qui te manipulent. Bon courage aux Camerounais et bonne préparation pour la lutte qui s'annonce rude pour notre survie et notre libération. La qualité de vie n'est pas un concept figé ni une condition qui dépend uniquement des circonstances extérieures. Elle est le fruit d'une série de décisions, d'engagements et d'efforts personnels. Pourtant, la plupart des sociétés contemporaines semblent s'accorder sur une définition biaisée du bien-être, trop souvent réduite à des critères matériels ou financiers. La quête d'une vie meilleure doit se nourrir d'une réflexion profonde, d'un sens aigu de la responsabilité et d'une résistance active aux forces qui tendent à l'opprimer. Loin des illusions d'un bonheur immédiat et superficiel, il s'agit de s'armer intellectuellement et moralement pour construire un équilibre durable. Le premier conseil essentiel pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à affronter la réalité avec lucidité. Trop de personnes vivent dans le déni ou se réfugient dans des illusions confortables qui les éloignent de l'action concrète. La lucidité implique de reconnaître les injustices et les failles du système dans lequel on évolue, tout en évitant la complaisance dans la victimisation. Elle exige également une analyse critique des discours dominants, qu'ils soient politiques, médiatiques ou culturels. L'exemple des luttes politiques en Afrique illustre parfaitement cette nécessité. Face à des régimes autoritaires ou corrompus, ceux qui s'engagent pour le changement doivent d'abord comprendre les mécanismes de domination avant de pouvoir y résister efficacement. Un deuxième élément fondamental est l'audace. Vivre mieux, c'est aussi oser prendre des risques calculés. Trop de personnes s'enferment dans des schémas de peur et d'inaction, préférant le statu quo à l'inconnu. Or, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie ou du développement personnel, les avancées majeures ont été réalisées par ceux qui ont su braver l'adversité. L'exemple des figures de l'opposition qui osent défier le pouvoir en place, malgré les menaces et les persécutions, montre que l'audace est une arme puissante. Elle est aussi une nécessité dans la vie quotidienne. Oser changer de carrière, oser dire non à une relation toxique, oser exprimer ses convictions malgré l'opposition. Un troisième conseil, souvent négligé, est l'importance de la discipline. Une vie meilleure ne s'obtient pas par des désirs vagues ou des aspirations sans action. Elle demande de la rigueur, de la constance et un effort soutenu. Les leaders et activistes politiques qui ont marqué l'histoire sont ceux qui ont su organiser leur combat avec méthode et stratégie. La discipline personnelle se traduit par des habitudes structurées, une alimentation saine, un rythme de sommeil régulier, une gestion rigoureuse du temps et des finances. Elle s'applique aussi à la maîtrise des émotions. Savoir contenir sa colère, gérer son stress et cultiver la patience face aux épreuves. La résilience constitue un quatrième pilier fondamental. Toute existence est jalonnée d'épreuves, de revers et d'injustices. Ceux qui parviennent à une meilleure qualité de vie ne sont pas nécessairement ceux qui ont évité les difficultés, mais ceux qui ont su les surmonter. La résilience se force dans l'épreuve et dans la capacité à transformer les défaites en apprentissage. Elle s'appuie également sur une certaine spiritualité, au sens large. Croire en quelque chose qui dépasse les vicissitudes immédiates, qu'il s'agisse d'une cause, d'une vision ou d'une mission de vie. Un cinquième conseil essentiel est l'engagement. L'individualisme excessif est un piège qui mène à l'isolement et à la perte de sens. S'engager dans une cause collective, qu'elle soit politique, sociale ou communautaire, permet de transcender les préoccupations égoïstes et d'avoir un impact positif sur son environnement. Cela peut prendre différentes formes. Militer pour des réformes, participer à des projets solidaires, aider les plus démunis. Loin d'être un sacrifice, l'engagement est une source profonde de satisfaction et d'accomplissement. La maîtrise de la parole et de la pensée constitue un sixième levier essentiel. Dans les combats politiques comme dans la vie quotidienne, savoir s'exprimer avec clarté, pertinence et force est une arme redoutable. Trop souvent, ceux qui aspirent au changement se laissent piéger par des discours maladroits, des excès émotionnels ou des arguments fragiles. Une réflexion rigoureuse, associée à une capacité de communication efficace,
permettent d'influencer et de mobiliser. Cela suppose un travail constant sur son expression, son raisonnement et sa culture générale. Un 7e point crucial est l'indépendance intellectuelle. L'un des plus grands obstacles à une vie meilleure est l'adhésion aveugle à des dogmes, qu'ils soient religieux, politiques ou sociaux. La manipulation des masses repose sur cette tendance à accepter sans questionner. L'indépendance intellectuelle implique de diversifier ses sources d'information, de cultiver un esprit critique et de refuser la pensée unique. Dans un contexte où la propagande et la désinformation sont omniprésentes, cette capacité à penser par soi-même est un atout inestimable. L'autosuffisance économique est un 8e conseil déterminant. Une vie meilleure passe inévitablement par une autonomie financière. Cela ne signifie pas forcément devenir riche, mais avoir un niveau de revenus suffisant pour ne pas être à la merci des aléas économiques ou des pressions extérieures. L'entrepreneuriat, l'investissement et la gestion intelligente de l'argent sont des outils puissants pour y parvenir. À l'échelle des nations, la souveraineté économique est une condition essentielle de la liberté politique, comme le montrent les pays qui tentent de s'affranchir de la domination financière étrangère. Un 9e point fondamental est le développement d'un réseau solide. Nul ne peut réussir seul. Que ce soit en politique, en affaires ou dans la vie personnelle, les relations humaines sont un levier décisif. Construire un réseau fiable demande du temps, de la loyauté et une capacité à apporter de la valeur aux autres. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des contacts, mais de créer des liens authentiques, fondés sur la confiance et l'entraide. Enfin, un 10e conseil primordial est la capacité à transcender la peur. La peur est l'outil principal des oppresseurs, des manipulateurs et des régimes autoritaires. Elle paralyse, elle divise, elle empêche d'agir. Apprendre à dépasser ses peurs est une condition essentielle pour mener une vie libre et épanouie. Cela passe par une prise de conscience de ses propres blocages, par des actions progressives pour affronter ce qui effraie, et par une conviction profonde que rien ne peut empêcher un individu déterminé d'atteindre ses objectifs. Ces 10 principes, appliqués avec constance et rigueur, peuvent transformer radicalement la qualité de vie de chacun. Ils sont d'autant plus pertinents dans un monde marqué par l'incertitude, les crises et les injustices. S'élever individuellement et collectivement demande du courage, mais c'est aussi la seule voie vers une existence véritablement épanouie et souveraine.